Il est tout juste midi à Washington et c'est fait. Joe Biden est le 46e président des États-Unis d'Amérique. Il vient de prêter serment. Il est en train de s'exprimer actuellement. Édition donc spéciale. Et d'abord, tiens, regardez cette petite image, l'hymne national américain qui retentit. Il est interprété par Lady Gaga. Voilà donc pour l'hymne national des États-Unis interprété par Lady Gaga. Et à présent donc les premiers mots de Joe Biden, 46e président de l'histoire des États-Unis. Chief Justice Roberts, Monsieur le Président de la Cour suprême, John Roberts, Vice-président Harris, Speaker Pelosi, Leader Schumer, Speaker Pelosi, Leader Schumer, Mitch McConnell, Vice-président Pence, my distinguished guests, my fellow Americans. Mes invités, chers Américains, Is America's Day. c'est le jour de l'Amérique. This is Democracy's Day. C'est le jour de la démocratie. Day of history and hope. C'est un jour historique, un jour renewal, d'espoir, resolve. de renouveau, de Through crucible, résolution for ferme, the ages, America has been tested anew. sachant que America has l'Amérique risen a été to the mise challenge. à l'épreuve, mais Today, l'Amérique a relevé we celebrate cette the épreuve. triumph Aujourd'hui, not of a candidate, nous célébrons but le of a triomphe, cause. non pas The d'un cause candidat, of mais d'une democracy. cause, la cause de la démocratie. The people, Le the will peuple, of the people la volonté has been heard. du peuple a And the été will of the entendue, people has la been volonté heeded. du peuple We've learned again a été prise en compte. that Nous democracy avons is precious. appris à nouveau Democracy que is la démocratie est précieuse, And at this qu'elle est hour, my fragile. friends, À cette heure, mes democracy amis, has prevailed. la démocratie a prévalu et a vaincu. So now, Nos deux invités, Bertrand Badi, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes chercheur, spécialiste de politique internationale. Avec nous également Pierre Aski, observateur avisé également de la politique internationale. Vous êtes journaliste. D'abord peut-être une première réaction, investiture hors norme, inédite pour les États-Unis. Complètement hors norme. D'abord par l'absence du président sortant. Ça fait 150 ans que ça ne s'était pas produit aux États-Unis. Et deuxièmement, il y a ce contraste entre d'un côté une apparence de normalité. Joe Biden, on vient de l'entendre, dit la démocratie a triomphé, mais il prête serment sans public parce qu'il y a la pandémie et sous la protection de 25 000 gardes nationaux qui ont été filtrés pour voir qu'il n'y ait pas d'infiltration d'extrême droite. C'est-à-dire plus que les Américains en Afghanistan et en Irak réunis. Et en Irak, absolument. Mais cette idée qu'on a sélectionné les gardes nationaux pour qu'il n'y ait pas d'infiltration d'extrême droite montre quand même le climat de tension et de polarisation qu'il y a et qui reste très, très fort. Donc il y a d'un côté effectivement une normalité, puisque c'était pas acquis quand même dans les semaines qui ont suivi l'élection du 6 novembre que Joe Biden prêterait serment aujourd'hui. On a bien vu comment Trump, par tous les moyens, a essayé d'inverser le résultat. Et malgré tout, Joe Biden est, vous l'avez dit, le 46e président. Donc là, il y a quand même, au bout du compte, même malgré tout le caractère hors norme de cette prestation de serment, le système, la logique des institutions américaines ont fonctionné. Et ça passe toujours forcément par la prestation de serment. Regardez. Une nation fantastique. Please raise your right hand and repeat after me. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President.
Joe Biden et son épouse Jill Biden, qui, dit-on, aura un rôle beaucoup plus politique que la précédente première dame des États-Unis. Pour la petite histoire, sachez que cette Bible, dit-on, a été traduite à Douai, en France, Bible historique. Bertrand Badi, c'est l'homme le plus puissant des États-Unis du monde, pardon, le président américain, quel qu'il soit d'ailleurs, républicain ou démocrate. Alors, en fait, on pourrait poser les deux questions. À l'intérieur des États-Unis, il y a un phénomène qui est tout à fait nouveau, qui ressemble presque à une scission, c'est-à-dire 74 millions de voix sur Trump, et parmi ces 74 millions, 50 millions qui considèrent qu'ils ont gagné les élections. C'est quand même quelque chose qui est plus qu'anecdotique, qui est un véritable phénomène sociologique et politique, et qui va contraindre le nouveau président. Alors, au niveau mondial, et vous avez raison de privilégier cette question, il faut être lucide. C'est-à-dire que tout ce qui accompagne cette élection, cette prestation de serment, tous les éditions spéciales que l'on fait, laisse supposer que ce jour est un jour clé pour le monde parce que c'est le président de la superpuissance, c'est en quelque sorte c'est ce pouvoir hégémonique qui régule le monde. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Et ça a commencé à finir déjà sous la présidence Bush, l'échec en Irak, l'enlisement en Afghanistan, un président Obama qui était déjà en retrait par rapport à ce qu'était la prétention de leadership américain. Et là, c'est un phénomène qui continue. C'est-à-dire, il ne faut pas attendre de miracle, il ne faut pas considérer Biden comme un démiurge, il ne faut pas considérer que le monde va entrer dans une nouvelle phase. Il y a des éléments de continuité qu'il ne faudra pas sous-estimer. Non, c'est effectivement un homme qui va être obligé de composer avec quantité de force. Et quand on est dans le compromis, eh bien, on n'est pas dans l'innovation. Allez, une autre image. On poursuit cette édition spéciale avec, bien sûr, Kamala Harris, première femme à devenir vice-présidente des États-Unis. Levez votre main droite et répétez après moi. Moi, Kamala Harris, je jure solennellement. Moi, Kamala Davis Harris, je jure solennellement que je soutiendrai et que je défendrai la Constitution des États-Unis. Que je soutiendrai et que je défendrai la Constitution des États-Unis contre tout ennemi intérieur ou extérieur, contre tout ennemi intérieur ou extérieur, que je lui garantis fidélité et allégeance, que je lui garantis fidélité et allégeance, que je fais ce serment de ma propre volonté, que je fais ce serment de ma propre volonté, sans aucune réserve ni intention de m'y soustraire, sans aucune réserve ni intention de m'y soustraire, et que j'exercerai fidèlement et de la meilleure manière qui soit, et que j'exercerai fidèlement et de la meilleure manière qui soit, les obligations du mandat que je m'apprête à assumer. Que Dieu me vienne en aide. Pierre Aski, elle a 56 ans, Kamala Harris, Joe Biden 78 ans. On a le sentiment qu'on se dirige vers une super vice-présidente. Alors, on est d'abord au cœur des symboles de la société américaine, de l'alchimie de la société américaine. Fille d'immigrés indiens et jamaïcains, success story professionnelle, personnelle, première personne de couleur à accéder à la vice-présidente aux États-Unis. Et effectivement, vous l'avez dit, ce décalage d'âge qui fait que beaucoup de gens pensent qu'elle a eu des chances de devenir présidente avant la fin du mandat s'il arrive quoi que ce soit à Joe Biden, qui a quand même 78 ans en début de mandat. Et deuxièmement, Joe Biden sera l'homme d'un seul mandat. Donc, si elle fait un parcours sans faute, elle a toutes les chances d'être la candidate démocrate dans 4 ans pour reprendre le flambeau de Joe Biden. Donc, elle sera scrutée comme aucun vice-président ne l'a été depuis bien longtemps parce que c'est d'une certaine manière à la fois son avenir personnel et celui de l'Amérique qui se joue à travers cette histoire assez exceptionnelle. Ouais. La journée a commencé pour Joe Biden par une messe en la cathédrale Saint-Matthew à Washington. Bertrand Badi, c'est le deuxième président de l'histoire catholique après John Fitzgerald Kennedy. C'est anecdotique ou c'est important ?
ce n'est pas anecdotique au sens que, effectivement, le mythe américain, le credo américain s'organise autour des pèlerins du Mayflower, des WASP, White Anglo-Saxon Protestant, que l'establishment s'assimile à cette réforme et ce messianisme d'inspiration puritaine qui est souvent une clé de compréhension de la politique étrangère américaine. Donc, effectivement, on ne pourra pas dire de Biden qui s'inscrit dans cette tradition. Ceci dit, il sera moins sous la coupe des évangéliques qu'on dictait peut-être la politique proche-orientale de Donald Trump, notamment qui a transféré l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. La politique proche-orientale et pas seulement la politique proche-orientale, c'est-à-dire qu'il y avait à travers la puissance de l'évangélisme aux États-Unis une restructuration, une relance du Manifeste Destiné, vous savez, ce grand texte fameux au milieu du 19e siècle qui avait présenté les États-Unis comme étant les envoyés de Dieu et qui allait peu à peu répandre la vérité divine sur le monde. Donc les évangélistes, c'est ça, c'est un lobby extraordinairement actif et vous avez raison de dire que la politique pro-israélienne de Trump a été beaucoup plus soutenue par ce lobby, dont Mike Pence est l'une des expressions, que par l'AIPAC et les lobbies juifs américains. Le discours de Joe Biden doit durer une vingtaine de minutes. Il est en train de s'exprimer à l'heure qu'il est. On écoute Joe Biden. Qu'ils ont fait leur devoir, qu'ils ont guéri le pays meurtri. Chers Américains, je termine par un serment devant Dieu et devant vous tous. Je vous donne ma parole. Je serai toujours transparent auprès de vous. Je défendrai la Constitution. Je défendrai la démocratie. Je défendrai l'Amérique. Et je ferai tout pour que chacun d'entre vous sache ce que je fais à votre service pour que j'agisse pour le bien commun. Et ensemble, nous allons écrire une histoire américaine d'espoir, pas de peur, d'unité, pas de division, de lumière et pas d'obscurité. Une histoire de décence et de dignité, d'amour et de guérison, de bonté et de choses bien. Et que nous soyons guidés par cette histoire, que nous soyons inspirés par cette histoire, une histoire qui dise aux générations à venir que nous avons relevé l'épreuve de l'histoire, nous avons relevé les défis, la démocratie et l'espoir, la vérité et la justice. Non pas déclinés, mais au contraire se sont améliorés, que la sécurité, la liberté sont à nouveau des flambeaux qui guident le monde. C'est cela que nos ancêtres nous ont transmis et que nous devons transmettre à nos successeurs. Donc, avec une résolution et une vision, nous avons relevé le défi, soutenu par la foi, mené par la conviction, dévoués les uns par rapport aux autres, au service de notre pays que nous aimons. Que Dieu bénisse l'Amérique et que Dieu bénisse la vérité. Merci, Amérique. Voilà, que Dieu bénisse l'Amérique, forcément, les mots de Joe Biden. Une petite image maintenant, tout de même, de Donald Trump, qui n'a pas assisté à cette investiture. C'est la première fois depuis 1869 qu'un président sortant n'assiste pas à la prestation de serment. Donald Trump, qui a d'abord pris un hélicoptère de Washington jusqu'à la base militaire d'Andrews, et puis qui s'est exprimé après aux côtés de Melania Trump. Écoutez, le désormais ex-président des États-Unis. Je souhaite bonne chance et des succès à la nouvelle administration. Je crois qu'ils héritent de bonnes fondations pour faire des choses spectaculaires. Le pays est dans une position dans laquelle il n'a jamais été auparavant. Voilà, Donald Trump qui a pris la direction de Mar-a-Lago à Palm Beach en Floride où l'on retrouve Aviva Fried. Bonjour Aviva, vous êtes donc à Palm Beach. Donald Trump n'est pas encore arrivé ?
Si Donald Trump est arrivé il y a à peu près 3 quarts d'heure, il est descendu rapidement de son avion, il n'a pas fait de déclaration, il est parti ensuite directement de l'aéroport vers Mar-a-Lago, c'est à peu près une petite dizaine de minutes. Le long du parcours, il y avait pas mal de supporters, une petite centaine de supporters avec des drapeaux qui criaient, qui étaient tous là venus pour acclamer celui qu'ils considèrent encore comme leur président, puisque pour eux, Joe Biden n'a pas gagné. Dans le convoi, Donald Trump, en voyant ses supporters, il avait un grand sourire, il était content de voir qu'il était aimé, c'est ce qu'il aime lui aussi. Par contre, c'était quand même une arrivée un peu en demi-teinte, puisque à l'origine, avant les événements du Capitole, Donald Trump avait prévu d'organiser un grand meeting ici en Floride, avec plusieurs dizaines de milliers de personnes, un grand meeting qui serait en fait une espèce d'inauguration parallèle. Évidemment, il y a eu le Capitole depuis, donc tous ces projets sont tombés à l'eau. Mais quand même des supporters ici à Mar-a-Lago, Donald Trump qui s'est réfugié dans sa propriété, qui devrait y rester, même s'il y a quelques petits conflits avec les voisins qui ne veulent pas que l'ancien président s'installe définitivement ici. Donald Trump devrait peut-être faire une espèce de cour ici avec des proches conseillers. Ses enfants ont décidé également de venir s'installer en Floride. Donald Jr. Et sa compagne sont en train de regarder pour acheter une maison. Ivanka et Jared Kushner aussi. Donc on peut penser que Donald Trump va peut-être reconstituer ici à Mar-a-Lago une espèce de cour qui lui permettrait d'envisager l'avenir, de se projeter dans son avenir politique, puisqu'il n'avait pas exclu de se représenter en 2024. Reste à savoir maintenant s'il ne va pas être rattrapé par les ennuis judiciaires qui sont bien réels, à commencer par un procès pour ses impôts à New York. Restez avec nous, Aviva. On vous retrouve tout à l'heure. C'est intéressant ce que dit Aviva Fried Pieraski. Ça pourrait être une deuxième Maison-Blanche pour Donald Trump. C'est d'ailleurs là, il me semble qu'il avait reçu le président chinois Xi Jinping. Oui, tout à Et fait. il a dit, quoi qu'il arrive, nous reverrons. Je reviendrai d'une manière ou d'une autre, il a dit. Et c'est une phrase un peu mystérieuse, parce que d'une manière ou d'une autre, théoriquement, il n'y en a qu'une de manière. Ce serait de se faire réélire dans 4 ans. Quelle est l'autre manière? On ne sait pas. Voilà, il sauve la face. C'est quand même un départ un peu piteux, parce que ce discours dans lequel il ne prononce même pas le nom de son successeur. Bonne chance à l'administration. Une nouvelle administration. Biden, Il n'a jamais reconnu publiquement sa défaite. Il prend acte du fait qu'il y a une nouvelle administration, mais il ne dit pas qu'il a perdu. Il ne prononce pas le nom de Joe Biden. Et il dit qu'il reviendra. Bon, les apparences sont sauves. On a un Donald Trump qui est fidèle à lui-même. Mais ses chances de revenir, même s'il garde un noyau dur de supporters qui est à la vie à la mort, ses chances de revenir sont quand même extrêmement faible. Il part avec le plus bas taux de popularité d'un président sortant en fin de mandat. Dans un instant, Pierre, on va regarder le portrait dans un instant de Joe Biden. Mais d'abord, peut-être Bertrand Badi, bon, il ne pourra pas tweeter dans cette maison de Palm Beach. Un dernier mot justement sur Donald Trump avant de voir le portrait de Joe Biden. J'ai tendance à considérer que pour lui, ce n'est pas une rupture aussi dramatique qu'on pourrait le croire, parce que avant d'être président, Trump était un leader populiste. Il a toujours fonctionné comme ça. Sa politique étrangère, c'était une politique protestataire. Il dit qu'il n'a pas fait de guerre, lui, et que c'est le seul depuis des décennies. Hein. Ça, ce qui a été un fait, d'ailleurs. L'essentiel de ce qui restera de sa diplomatie, c'est de protestation contre la mondialisation, l'unilatéralisme, contre le multilatéralisme, contre les grands enjeux globaux et la gouvernance globale, etc. Et donc, il va poursuivre dans cette voie. Pierre a raison de se poser la question de savoir quelle est cette mystérieuse alternative à être réélu président, mais ça peut être aussi d'être ce leader populiste. Il ne faut pas oublier que les États-Unis ont une histoire populiste, qu'à la fin du 19e siècle, le populisme avait pris une ampleur au moins aussi considérable que ce que nous connaissons actuellement. Et comme tout à l'heure je disais, il y a une crise de la société américaine, il va être le gérant de cette crise. Donc il ne va pas quitter la scène, et pour lui, ce n'est pas une rupture absolue. Et on évoque déjà la création, peut-être, pourquoi pas, d'un mouvement Patriot Party. En attendant, donc, le nouveau président, c'est Joe Biden. On l'a vu tout à l'heure sans ses lunettes noires. Il a tombé le masque juste pour son discours. Il a 78 ans. Ça fait déjà un demi-siècle qu'il fait de la politique. Voici son portrait. Her grandpa worked in a silk mill. Oh, sorry.
Elles lui ont d'abord donné un style. Ses lunettes aviateurs l'ont accompagné tout le long de sa carrière politique. Je les porte depuis l'âge de 15 ans. C'est comme ça. Joe Biden. Qui se cache derrière ses verres fumés? Il est né dans la ville ouvrière de Scranton, Pennsylvanie. Enfant, il lutte contre le bégaiement, passant des heures à réciter des poèmes devant sa glace. Diplômé en droit, il débute une carrière d'avocat et rejoint le Parti démocrate. Il est élu sénateur du Delaware en 1972. Il a 29 ans, 3 enfants et une vie qui lui sourit. 6 semaines plus tard, son monde s'écroule. Sa femme et sa fille de 13 mois décèdent dans un accident de voiture. Ses 2 garçons sont blessés. Je ne pensais pas être capable de créer un tel lien avec mes fils. En me consacrant à eux, j'ai trouvé ma rédemption. Il prête serment depuis sa chambre d'hôpital. Il pense tenir 6 mois au Sénat. Il y passera 36 ans. Il refait sa vie quelques années plus tard et se met à rêver d'un destin à la Kennedy. Par 2 fois, il tente d'obtenir l'investiture du Parti démocrate sans succès. En 2008, Barack Obama le choisit comme vice-président. Il passera 2 mandats dans l'ombre de ce président omniprésent. I'm Beau Biden, and Joe Biden is my dad. La tragédie de nouveau en 2015. Son fils Beau décède d'un cancer du cerveau. Effondré, Joe Biden met fin à sa campagne. 2020, le voilà pour la première fois investi par son parti. Il est apprécié pour son empathie, mais des femmes lui ont parfois reproché d'être trop tactile. Le candidat démocrate se révèle aussi gaffeur, s'en mêlant les pinceaux. Voici ma sœur adorée Valérie et je suis Joe, le mari de Jill. Oh non, non, j'ai inversé. C'est ma femme et ma sœur. J'ai tout mélangé. Joe Biden cite fréquemment son père. On mesure la valeur d'un homme à la vitesse à laquelle il se relève de ses échecs. À 78 ans, Joe Biden devient le 46e président des États-Unis. Joe Biden a-t-il les cartes en main pour réconcilier une Amérique profondément divisée? Avant de vous entendre, messieurs, sur ce sujet, on va écouter justement le président des États-Unis qui vient de s'exprimer sur les violences survenues le 6 janvier au Capitole. À partir de maintenant, sur cette terre consacrée où il y a quelques jours seulement, c'est la violence qui a assailli le Capitole. Nous sommes rassemblés comme une nation unie devant Dieu, indivisible, pour remplir la mission de ce transfert de pouvoir de façon pacifique comme nous l'avons fait depuis 200 ans. Je voudrais remercier mes prédécesseurs des 2 partis qui sont présents ici. Je les remercie du fond du cœur. Pierre Aski, franchement, il y a du travail pour réconcilier l'Amérique. Oui, ça sera forcément très difficile. À la fois parce qu'il y a une partie de l'électorat de Trump, et Bertrand l'a dit tout à l'heure, qui ne reconnaît pas sa légitimité, qui pense qu'il a effectivement volé l'élection, comme l'a dit Trump, et martelé pendant des semaines. Et puis, il a dans son propre camp des gens qui attendent des gestes, des actes, et qui ne sont pas nécessairement des gestes et des actes qui vont dans le sens de la réconciliation. Je pense à tout le mouvement issu de Black Lives Matter, de tout ce qui s'est passé pendant l'année qui a précédé cette élection. Et donc, il y a des attentes extrêmement différentes et parfois contradictoires entre des circonscriptions différentes au sein des États-Unis. Ouais. Il a le caractère qu'il faut, je pense, parce qu'il a cette empathie, on l'a dit, on l'a répété plein de fois, dû à son histoire troublée, on l'a entendu. Il souffle pas sur les braises non plus, voilà. Il va pas tweeter 50 fois par jour. Et bien qu'il soit un homme de l'establishment, il est sénateur pendant 36 ans, donc il est issu de ce sérail politique, même si ses origines sociales sont différentes. Il n'est pas perçu comme ça. Il a un côté père de la nation. Il y a quand même un petit souci, parce que vouloir réconcilier, c'est bien, mais on avait reproché à Donald Trump de détricoter tout ce qu'avait fait Barack Obama, l'Obamacare, notamment la protection santé. Et là, à l'heure, dans quelques minutes, il va signer une quinzaine de décrets pour détricoter la politique de son prédécesseur. Est-ce que c'est une maladresse ou pas?
D'un certain point de vue, il est obligé. C'est-à-dire que on est, et vous l'avez très bien décrit, dans un cercle vicieux. Tout l'art de Trump, c'était effectivement d'afficher une opposition au prédécesseur. Le prédécesseur, c'était Obama, c'était Biden aussi. Le Sénat avec lui, il a gagné le Sénat, il peut très bien se dire j'attends. Il a la Chambre des représentants et le Sénat. Il faut faire attention. Pourquoi gouverner par décret ? Je trouve qu'on va trop vite, c'est-à-dire qu'il a gagné le Sénat. Le Sénat, il est à 50-50, avec effectivement cette voix prépondérante de la présidente du Sénat, qui est la vice-présidente Kamala Harris. Mais c'est pas exactement comme ça que l'arithmétique se joue aux États-Unis. Il peut très bien y avoir à chaque moment des défections, des obstructions. L'obstruction est quelque chose d'extraordinairement important dans les procédures parlementaires américaines. Donc on ne peut pas dire qu'il puisse s'appuyer sur le Sénat. On ne peut pas dire qu'il puisse s'appuyer sur le Parti démocrate, parce que le Parti démocrate est divisé au moins en 3 tendances. Une sorte de néoconservatisme soft hérité d'Hillary Clinton. Vous avez une aile gauche très forte qui a été considérablement ragaillardie par les dernières primaires autour de Bernie Sanders et de Elizabeth Warren. Il y a une bataille politique qui s'annonce. Et oui, sur quoi va-t-il s'appuyer ? C'est aussi ça le problème. On va y revenir juste après. Donc il a besoin d'afficher quelque chose. D'entrée, et notamment l'urgence sur la crise sanitaire actuelle. On sait que c'est diamétralement opposé par rapport à Donald Trump. On va y revenir dans quelques instants. Voilà, Donald Trump donc est parti, Joe Biden est le 46e président des États-Unis. Cette édition spéciale se poursuit, on se retrouve dans un instant.